Imaginez la scène. Il est 3 heures du matin. Votre maison est plongée dans un silence absolu. Soudain, la sonnerie stridente de votre téléphone déchire la nuit. Vous vous levez, le cœur battant, l'esprit embrouillé par le sommeil. Qui pourrait bien appeler à une heure pareille? Une urgence? Un accident? Vous saisissez l'appareil. Sur l'écran, un nom s'affiche. Et à cet instant précis, votre sang se glace dans vos veines, car la personne qui tente de vous joindre est morte depuis des mois. Bienvenue sur Chronique du Mystérieux. Installez-vous confortablement, vérifiez que vos portes sont bien verrouillées et surtout, mettez vos téléphones sur silencieux. Car ce soir, nous allons ouvrir un dossier qui va vous faire redouter la prochaine sonnerie de votre appareil. Nous allons parler des appels fantômes, des messages vocaux venus d'outre-tombe, des SMS envoyés depuis l'au-delà. Depuis l'invention des communications modernes, l'homme a toujours cherché à repousser les limites de la distance. Mais certains ont cherché à repousser la limite ultime, celle de la mort. Saviez-vous que l'un des plus grands génies de l'histoire, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique et du phonographe, a passé les dernières années de sa vie à travailler sur un projet terrifiant, un projet tenu secret pendant très longtemps. Dans les années 1920, Edison était convaincu que l'énergie ne mourrait jamais. Elle se transformait. Il a donc théorisé, puis tenté de construire ce qu'il appelait le nécrophone. Une machine d'une sensibilité extrême, capable de capter les fréquences résiduelles des entités désincarnées. En clair, un téléphone pour appeler les morts. Edison n'a jamais pu achever sa machine avant de rendre lui-même son dernier souffle en 1931. Mais que se passerait-il si, sans le savoir, cette technologie existait déjà? Et si nos smartphones ultra connectés, bardés de capteurs et d'antennes relais, étaient devenus par accident les récepteurs de ce qu'il y a de l'autre côté? Pendant des décennies, ces histoires ont été classées comme de simples légendes urbaines, jusqu'à un jour précis. Un jour où des preuves matérielles, enregistrées par les autorités et les opérateurs téléphoniques, ont fait voler en éclats nos certitudes. Nous sommes le 12 septembre 2008. Il est exactement 16h22. Dans la vallée de San Fernando, en Californie, le soleil brille sur les collines arides. Le train de banlieue Metrolink numéro 111 roule à pleine vitesse en direction de Moore Park. À son bord, 225 passagers rentrent chez eux après une longue semaine de travail. Parmi eux se trouve Charles Peck. Charles est un homme de 49 ans, père de famille aimant, en route pour un entretien d'embauche à l'aéroport de Van Nuys. Il a hâte de retrouver sa fiancée Andrea. La vie lui sourit. Mais à 16h22 et 23 secondes, le destin bascule dans l'horreur absolue. Le conducteur du train Metrolink, distrait par l'envoi d'un SMS sur son téléphone portable, brûle un feu rouge crucial. Sur la même voie, arrivant en sens inverse, un train de marchandises de la compagnie Union Pacific fonce à plus de 60 km/h. L'impact est d'une violence inouïe. Les wagons s'encastrent les uns dans les autres comme des jouets brisés, dans un fracas de métal hurlant et un nuage de poussière étouffant. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire de la Californie. Très vite, les secours affluent. Les images diffusées en direct à la télévision sont apocalyptiques. Des hélicoptères, des dizaines d'ambulances et des familles qui se précipitent sur les lieux, rongées par l'angoisse. Andrea, la fiancée de Charles, son frère, sa sœur et ses enfants tentent désespérément de le joindre sur son téléphone portable. Pendant des heures, il tombe sur la messagerie. Rien, seulement le bip d'attente. L'angoisse monte. Mais à 21h, la situation prend une tournure totalement irréelle. Le téléphone d'Andrea se met à sonner. Elle regarde l'écran. C'est lui, c'est Charles. Elle décroche instantanément, le cœur au bord des lèvres. « Charles? Charles, tu es là? Tu m'entends ?» Au bout du fil, il n'y a que le silence. Un silence lourd, profond, seulement troublé par un léger grésillement électromagnétique. Puis, la communication coupe. Pendant les 11 heures qui vont suivre, la famille de Charles Peck va vivre une situation qui défie l'entendement. Au total, le téléphone de Charles va appeler ses proches à 35 reprises. 35 appels distincts,
passer vers sa fiancée, son frère, sa sœur, sa belle-mère. À chaque fois qu'il décroche et hurle dans le combiné pour avoir une réponse, il n'y a personne. À chaque fois qu'il tente de le rappeler immédiatement après, il tombe directement sur la messagerie. Pour la famille et pour les secours, c'est un signe d'espoir inespéré. Charles est vivant. Il est coincé sous les décombres. Il est blessé, il ne peut pas parler, mais il parvient à appuyer sur les touches de raccourci de son téléphone pour signaler qu'il a survécu. Les pompiers, informés de ces appels miraculeux, utilisent l'antenne relais pour trianguler le signal du téléphone de Charles. Les appels continuent de pleuvoir toute la nuit, guidant les sauveteurs vers un amas de tôle broyé au milieu du premier wagon. À 3h28 du matin, les appels s'arrêtent soudainement, définitivement. 1 heure plus tard, les pompiers parviennent enfin à dégager l'amas de métal vers lequel le signal les a guidés. Ils trouvent Charles Peck, mais il n'y a eu aucun miracle. Charles est mort. Et les rapports du médecin légiste vont glacer le sang des enquêteurs. Charles Peck est mort sur le coup lors de l'impact à 16h22 des suites d'un traumatisme crânien massif. Il lui était médicalement et physiquement impossible de passer le moindre appel. Il n'a jamais souffert, il n'a jamais été conscient sous les décombres. Alors, qui a passé ces 35 appels pendant toute la nuit? Comment un homme mort sur le coup a-t-il pu composer les numéros de sa famille? Les enquêteurs ont fouillé la zone au peigne fin, autour du corps, dans ses vêtements, dans les débris environnants. Le téléphone portable de Charles Peck, l'appareil physique qui a émis ses signaux et guidé les secours vers son corps, n'a jamais été retrouvé. Avant de comprendre comment nos smartphones sont devenus les nouveaux réceptacles de l'impossible, il faut faire un bond en arrière, car le phénomène n'est pas nouveau, il a simplement évolué. En 1959, un producteur de cinéma suédois du nom de Fredrik Jörgensen se promène dans la forêt pour enregistrer des chants d'oiseaux avec son magnétophone à bande. Le soir venu, lorsqu'il écoute ces bandes dans le silence de son bureau, il entend bien les oiseaux. Mais en tendant l'oreille, sous le souffle du vent et le grésillement de la machine, il entend autre chose. Une voix humaine, une voix d'homme parlant en norvégien qui discute des habitudes de vol des oiseaux. Puis, sur un autre enregistrement, il entend clairement la voix de sa propre mère, décédée des années plus tôt, qui l'appelle par son surnom d'enfance, Friedel, mon petit Friedel. Jürgensen vient, sans le vouloir, de découvrir ce que les parapsychologues appellent la TCI, la transcommunication instrumentale. L'idée terrifiante que les entités désincarnées peuvent manipuler le bruit blanc, les ondes radio et les fréquences électromagnétiques pour former des mots. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de magnétophone à bande. Regardez l'appareil qui est posé à côté de vous en ce moment même, votre téléphone portable. Il est infiniment plus puissant que les machines des années 50. Il baigne 24 heures sur 24 dans un océan d'ondes, de fréquences Wi-Fi, de signaux 4G et 5G. C'est le récepteur électromagnétique parfait, et les entités l'ont compris. Oublions un instant les appels silencieux. Que se passe-t-il quand la voix de l'au-delà parvient à s'imprimer directement sur votre messagerie vocale ou dans vos SMS? C'est exactement ce qui est arrivé dans l'un des cas les plus documentés et troublants des années 2010. L'affaire Jack Froese. Juin 2011, en Pennsylvanie. Jack Froese est un jeune homme de 32 ans, brillant, drôle, en pleine santé. Mais la vie est d'une cruauté absolue. Un matin, Jack s'effondre, victime d'une arythmie cardiaque foudroyante. Sa mort soudaine laisse sa famille et ses amis proches, notamment son meilleur ami d'enfance, Tim Hart, dans un deuil insoutenable. Lors de l'enterrement, le téléphone de Jack est éteint. Son compte est verrouillé, ses mots de passe sont inconnus de ses proches, et l'appareil finit au fond d'un tiroir, conservé comme une relique douloureuse par sa mère. Le temps passe, 5 mois s'écoulent, nous sommes en novembre 2011. Tim Hart, le meilleur ami de Jack, est chez lui. Il reçoit une notification sur son smartphone, un message. Il déverrouille son écran et son cœur rate un battement.
l'expéditeur du message, c'est Jack Froese. Tim, tremblant, pense d'abord à une blague macabre, à un piratage de compte. Mais en ouvrant le message, le sang se retire de son visage. Le texte dit ceci. « M'as-tu entendu? Je suis chez toi. Nettoie ton putain de grenier. » Ce message n'a rien d'une phrase générique de hacker. Quelques jours seulement avant la mort soudaine de Jack, Tim et lui s'étaient retrouvés chez Tim. Ils étaient montés dans le grenier de la maison, qui était dans un désordre innommable. Jack s'était moqué de lui et lui avait dit exactement cette phrase en privé « Nettoie ton putain de grenier ». Personne d'autre n'était là. Personne d'autre ne connaissait cette blague. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, c'est au tour du cousin de Jack, Jimmy, de recevoir un message depuis ce même téléphone d'outre-tombe. Jimmy venait tout juste de se casser la cheville dans un accident stupide. Le message disait simplement « Hé, je savais que tu allais te casser la cheville. Fais attention à toi. » La famille a fait appel à des experts en informatique. Ils ont épluché les serveurs. Le compte de Jack n'avait jamais été piraté. Son téléphone physique n'avait pas été allumé depuis le jour de sa mort. Il n'y avait aucune trace de connexion depuis une adresse IP inconnue. Techniquement, numériquement, rationnellement, ces messages n'auraient jamais dû exister. Dans le cas de Jack Froese, il s'agissait de textes. Mais pour la famille Smith, dans le Maryland, l'horreur a pris une forme vocale. 3 semaines après le décès de leur fils dans un accident de voiture, la mère reçoit un appel en numéro masqué. Elle ne décroche pas, trop épuisée. L'appel bascule sur la messagerie vocale. Lorsqu'elle consulte son répondeur le lendemain matin, elle entend d'abord un souffle régulier, mécanique. Un bruit blanc profond, comme le vent qui s'engouffre dans un tunnel interminable. Puis, au milieu de ce chaos électromagnétique, une voix se détache. C'est une voix déformée, métallique, qui semble lutter pour franchir un mur invisible. Mais l'intonation, le timbre, c'est indéniablement son fils. La voix ne dit qu'une seule phrase, répétée 2 fois avec une lenteur glaçante. « Maman, il fait si froid ici. Maman, il fait froid. » La compagnie de téléphonie n'a jamais pu tracer l'origine de cet appel. Sur les relevés de l'opérateur, à l'heure exacte où le message vocal a été déposé, la ligne de la maison indique « 0 appel entrant ». Le néant. La machine a enregistré une voix qui, selon les lois de la physique, n'a jamais transité par les câbles. Face à ces cas, la transcommunication instrumentale prend tout son sens. Si l'âme humaine survit au corps, si elle est composée d'une énergie résiduelle, alors nos téléphones portables sont peut-être devenus, bien malgré nous, les portes d'entrée de ce monde de l'ombre. Mais ces appels individuels, aussi terrifiants soient-ils, ne sont rien comparés à ce qui peut se produire à grande échelle. Que se passe-t-il lorsqu'une catastrophe emporte non pas une, mais des milliers de vies en quelques minutes? Le réseau téléphonique peut-il saturer sous le poids des âmes? Jusqu'à présent, nous avons parlé de tragédies individuelles, un accident de train, une crise cardiaque, des drames isolés qui semblent avoir ouvert une brèche, l'espace d'un instant, entre notre réalité et ce qui nous attend après. Mais que se passe-t-il lorsque la faucheuse ne prend pas une seule âme, mais des dizaines de milliers, en l'espace de quelques minutes? Que se passe-t-il lorsque le voile entre la vie et la mort est déchiré par une catastrophe d'une ampleur apocalyptique? Nous sommes le 11 mars 2011. Le Japon est frappé par un séisme de magnitude 9.1, le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire du pays. Quelques minutes plus tard, l'océan se soulève. Des vagues noires, monstrueuses, atteignant parfois 30 mètres de haut, s'abattent sur la côte nord-est. En un clin d'œil, des villes entières sont rayées de la carte. Près de 20 000 personnes meurent noyées, écrasées, englouties par la boue et les débris. Dans les jours qui suivent, le paysage n'est plus qu'un champ de ruines silencieux. Mais au milieu de ce silence de mort, une cacophonie terrifiante va commencer à résonner. Les secouristes qui arpentent les décombres à la recherche de survivants rapportent tous le même phénomène troublant. Sous la boue, sous les amas de bois et de tôle, des milliers de téléphones portables sonnent dans le vide. Leurs propriétaires sont morts,
mais les familles désespérées continuent d'appeler. Ce son, cette sonnerie étouffée par la terre, hantera les sauveteurs pour le reste de leur vie. Mais l'horreur absolue ne vient pas des vivants qui appellent les morts. Elle vient des morts qui se mettent à appeler les vivants. Dans les semaines qui suivent la catastrophe, les cas d'appels impossibles se multiplient dans les préfectures d'Iwate et de Miyagi. Et ce ne sont pas des rumeurs d'Internet. Ce sont des faits consignés par les autorités, les pompiers et les compagnies de télécommunications japonaises. Prenons l'exemple de cette caserne de pompiers située dans une commune épargnée par les eaux, mais limitrophe de la zone dévastée. 3 semaines après le tsunami, le standard d'urgence se met à sonner au milieu de la nuit. L'opérateur décroche. « Urgence, je vous écoute. » Au bout du fil, personne ne parle. Mais l'opérateur entend un son glaçant. Ce n'est pas le silence, c'est le bruit de l'eau. Un bouillonnement lourd, un clapotis étouffé, comme si le microphone était immergé sous des tonnes d'eau boueuse. Le pompier regarde l'écran de traçage pour localiser l'appel. Le sang se glace dans ses veines. L'ordinateur indique que l'appel provient d'une cabine téléphonique située dans un quartier de la ville voisine. Le problème, c'est que ce quartier n'existe plus. Il a été totalement rasé par la vague. La cabine en question a été arrachée de ses fondations et emportée vers le large 3 semaines plus tôt. Il n'y a plus de câbles, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus rien qu'un terrain vague rempli de boue. Pourtant, la ligne est ouverte et le bruit de l'eau continue. L'opérateur raccroche, terrifié. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Même numéro, même son de noyade. Ce manège va durer toute la nuit. Les pompiers finiront par se rendre sur place le lendemain matin, à l'endroit exact où se trouvait la cabine. Il n'y avait rien, seulement le vent. Et les pompiers ne sont pas les seuls. Dans tout le pays, des survivants qui ont perdu leurs conjoints, leurs enfants ou leurs parents, dans la tragédie, commencent à recevoir des SMS de la part des disparus. Une femme, dont le mari a été emporté par les flots alors qu'il tentait de sauver des voisins, reçoit un texto de lui 12 jours après la confirmation de sa mort. Le message, horodaté du jour de réception, ne contient que 3 mots, écrits en caractères japonais. « Où es-tu » Un autre homme, dont la fille adolescente a disparu dans la destruction de son lycée, reçoit un appel en pleine nuit. Sur l'écran, le visage souriant de sa fille apparaît, associé à son numéro. Ses mains tremblent lorsqu'il porte l'appareil à son oreille. Il n'y a pas de mots, juste une respiration haletante, le son d'une personne qui suffoque, puis un gargouillement atroce, avant que la ligne ne coupe net. Face à la masse de témoignages, des prêtres shintoïstes et des experts en parapsychologie ont avancé une théorie. La violence du tsunami a été si soudaine, si brutale, que des milliers d'âmes ont été arrachées à leur corps physique en une fraction de seconde. Ce traumatisme collectif aurait créé une surcharge énergétique massive. Une tempête spirituelle d'une telle puissance électromagnétique qu'elle aurait littéralement piraté les réseaux cellulaires, utilisant l'énergie résiduelle des batteries sous-marines et les relais endommagés pour lancer des appels au secours. Des âmes perdues, désorientées, cherchant à joindre la seule chose qui les rattachait encore au monde des vivants, leur téléphone portable. Mais sur Chronique du Mystérieux, nous nous devons de regarder les 2 faces de la médaille. Car la vérité, aussi cruelle soit-elle, n'est peut-être pas surnaturelle. Que se passe-t-il quand on demande aux ingénieurs en télécommunications, aux informaticiens et aux scientifiques d'analyser ces appels de l'au-delà? Leurs réponses sont tout aussi fascinantes et presque aussi effrayantes que la théorie des fantômes, car ils ont trouvé comment la matrice peut bugger. Et cela pourrait vous arriver dès ce soir. C'est ici que l'enquête prend une autre tournure. Face à l'horreur de ces appels et à la détresse des familles, nous sommes en droit et même dans l'obligation de chercher des réponses ailleurs que dans le paranormal. Car avant d'invoquer les esprits, il faut d'abord interroger les machines.
Et quand on plonge dans le fonctionnement interne de nos réseaux de télécommunications, on découvre une réalité technologique qui fait froid dans le dos. La vérité, c'est que la matrice bug. Et ces bugs ont des explications rationnelles, scientifiques, informatiques, qui peuvent détruire psychologiquement une famille en deuil. Commençons par le mystère des SMS d'outre-tombe. Comment un message peut-il arriver sur votre téléphone des mois après le décès de son expéditeur? La réponse se trouve dans des serveurs obscurs, appelés les SMSC, Short Message Service Center. Quand vous envoyez un texto, il ne va pas directement au téléphone de votre ami. Il part d'abord dans ces immenses centres de données appartenant à votre opérateur. Le serveur stocke le message, cherche le destinataire et le délivre. Mais parfois, si le réseau est saturé, si une antenne relais est en panne ou si le serveur subit une micro-coupure, le SMS se perd. Il entre dans ce que les ingénieurs appellent une boucle d'attente fantôme. Le message reste coincé dans les limbes numériques, pendant des semaines, des mois, parfois même des années, jusqu'au jour où l'opérateur effectue une mise à jour de ses serveurs ou un redémarrage système. À cet instant précis, la machine vide sa mémoire cache et libère tous les messages bloqués d'un seul coup. Imaginez la scène cruelle. Un fils écrit « Je rentre à la maison, je t'aime » à sa mère. Il meurt dans un accident de voiture 10 minutes plus tard. Le message reste coincé dans un serveur. Et 8 mois plus tard, lors d'une simple maintenance informatique en pleine nuit, le serveur finit son travail et envoie le SMS à la mère endeuillée. Ce n'est pas un fantôme. C'est juste un algorithme défaillant. Mais qu'en est-il des appels téléphoniques directs? Lorsqu'un numéro s'affiche en clair sur votre écran, là nous entrons dans deux phénomènes distincts et particulièrement cyniques. Le premier s'appelle le recyclage des numéros. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que votre numéro de téléphone ne vous appartient pas. Il est prêté par votre opérateur. Et l'industrie des télécoms déteste le vide. Lorsqu'une personne décède et que sa ligne est résiliée, l'opérateur ne garde pas le numéro inactif éternellement. En général, après 3 à 6 mois, ce même numéro est remis sur le marché, attribué à une nouvelle carte SIM pour un nouvel abonné. Si vous n'avez pas effacé le numéro de votre ami décédé de vos contacts, le jour où le nouveau propriétaire de la ligne fait une simple erreur de composition en tapant sur son clavier, ou s'il décide d'envoyer un message groupé pour tester son nouveau téléphone, l'écran de votre smartphone affichera la photo et le nom de votre ami mort. Le choc est absolu, mais l'explication est purement administrative. Le deuxième phénomène est beaucoup plus sombre, car il implique la malveillance humaine. C'est ce qu'on appelle le spoofing, ou l'usurpation d'identifiants d'appelants. Aujourd'hui, avec des logiciels disponibles pour quelques euros sur le dark web, ou même via des applications légales utilisées par des centres d'appel, n'importe quel hacker peut modifier le numéro qui va s'afficher sur l'écran de la personne qui l'appelle. Certains escrocs, d'une perversité absolue, scrutent les avis de décès dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Ils repèrent le numéro d'une personne récemment décédée, utilisent un logiciel de spoofing pour copier ce numéro et appellent la famille en deuil. Leur but? Profiter de la vulnérabilité émotionnelle extrême des proches pour leur soutirer de l'argent, prétextant une dette cachée ou un problème administratif urgent. C'est sordide, c'est abject, mais c'est une réalité de notre ère numérique. Enfin, il nous reste à expliquer les fameux messages vocaux. Ces voix étouffées, ces appels au secours entendus dans les grésillements d'un répondeur, comme dans le cas de la mère qui entendait son fils dire « il fait froid ». La science a un nom pour cela, la pareidolie auditive. Notre cerveau humain est une machine à trouver du sens. Il est littéralement câblé pour reconnaître des visages et des voix humaines même là où il n'y en a pas. C'est pour cela que vous voyez parfois un visage dans les nuages ou dans l'écorce d'un arbre. Pour l'audition, c'est la même chose. Lorsqu'une famille en deuil, rongée par le manque et l'espoir viscéral d'avoir un dernier contact, écoute un message vocal rempli de bruits statiques, d'interférences radio et de souffles, le cerveau va inconsciemment fabriquer une voix. Il va assembler des sons aléatoires pour former les mots qu'il a désespérément envie d'entendre.
Ce n'est pas de la folie, c'est un mécanisme psychologique de survie. La douleur de la perte est si forte que l'esprit crée un fantôme sur bande magnétique pour apaiser sa peine. Les serveurs buggés, le recyclage des lignes, le piratage informatique, la pareidolie de notre propre cerveau. La science nous offre un bouclier rationnel, solide, rassurant. Elle nous explique que nos morts dorment en paix et que ce sont nos machines qui nous jouent des tours. Mais, si cette explication couvre 95% des cas, que faisons-nous des 5% restants? Comment un serveur pourrait-il envoyer la phrase exacte d'une blague privée faite par Jack Froese dans un grenier? Comment le spoofing expliquerait-il les 35 appels de Charles Peck, passés à la minute près depuis la zone précise du crash de train, alors que son corps était déjà sans vie et que l'appareil physique n'a jamais été retrouvé? La science a ses limites. Et c'est précisément là, dans cette infime zone d'ombre, que la véritable peur commence. Nous voici à la fin de notre voyage. Face à l'incompréhensible, la science nous offre des bouées de sauvetage, les serveurs qui saturent, les numéros recyclés, les pirates informatiques. Ces explications rationnelles sont nécessaires. Elles nous empêchent de sombrer dans la paranoïa. Mais au fond de nous, une question viscérale refuse de s'éteindre. Que faisons-nous des 5% restants? Que faisons-nous de ces cas impossibles qui défient les lois de la physique et de l'informatique? L'affaire Charles Peck, l'affaire Jack Froese. Ces familles qui, aujourd'hui encore, détiennent des enregistrements vocaux et des relevés téléphoniques certifiés par les autorités, prouvant que l'appel ne provenait d'aucun réseau terrestre connu. Peut-être devons-nous regarder notre propre rapport à la technologie. Aujourd'hui, notre smartphone n'est plus un simple objet, c'est une extension de nous-mêmes. Il contient nos secrets, nos rires, nos pleurs, nos souvenirs les plus intimes et l'empreinte numérique exacte de notre voix. Quand le cœur s'arrête de battre, le corps physique disparaît. Mais notre fantôme numérique, lui, reste intact dans les serveurs du monde entier. Si, comme le pensait Thomas Edison, l'énergie d'une âme ne meurt jamais, est-il si insensé de croire qu'une volonté féroce, poussée par l'amour ou l'urgence, puisse utiliser cette empreinte numérique pour franchir le voile une toute dernière fois? L'être humain a toujours cherché à communiquer avec l'au-delà. Autrefois, on utilisait des tables tournantes, des planches Ouija ou des médiums. Aujourd'hui, les esprits n'ont plus besoin de bougies ou de rituels. Ils ont le Wi-Fi, ils ont la 5G, ils ont un accès direct à la poche de votre veste. Ce soir, quand vous irez vous coucher, posez votre téléphone sur votre table de nuit, regardez son écran noir et posez-vous cette simple question. Si au beau milieu de la nuit, cet écran s'illumine, si la sonnerie retentit, et si le nom qui s'affiche est celui d'une personne que vous avez pleurée il y a bien longtemps, aurez-vous le courage de décrocher? Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle enquête des Chroniques du Mystérieux. J'espère que ce plongeon dans les abysses de la technologie et du paranormal vous a donné autant de frissons qu'à moi lors de mes recherches. Si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez soutenir la chaîne pour que l'on continue de décrypter ensemble les plus grands mystères de notre monde, vous connaissez la procédure. Frappez ce bouton abonnement, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos enquêtes et lâchez votre plus gros pouce bleu. C'est vital pour l'algorithme et ça donne une force immense à la chaîne. D'ailleurs, je veux vous lire dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une expérience étrange avec votre téléphone? Un appel inexpliqué? Un message venu de nulle part? Partagez vos histoires en bas de la vidéo, je lirai et répondrai aux plus terrifiantes d'entre elles. L'espace commentaire, c'est notre zone de débat. Et préparez-vous, car vendredi prochain à 20h pétante, on change totalement de registre. Nous allons quitter le monde des esprits pour nous enfoncer au cœur du désert du Nevada. Nous allons ouvrir le dossier le plus classifié, le plus censuré et le plus brûlant de l'histoire du gouvernement américain. Installations souterraines, rétro-ingénierie,
crash dissimulé et témoignages de lanceurs d'alerte dont la vie a été détruite. La semaine prochaine, les chroniques du mystérieux forcent les portes de la zone 51. La vérité n'est plus ailleurs. Elle sera ici, sur cette chaîne. D'ici là, gardez l'esprit ouvert, restez curieux et méfiez-vous des appels en numéro masqué. C'était Chronique du mystérieux. À vendredi prochain. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette enquête vous a plu. Pensez à l'abonnement et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du mystérieux.